À l'est de l'Asie, l'archipel du Japon s'étire en arc de cercle sur 3000 km. Sur l'île de Honshu, du côté océan Pacifique, la ville de Tokyo s'organise autour d'un vaste espace vert central. Sur l'emplacement d'un château construit à la fin du XVIe siècle, se dresse le palais impérial. Même s'il fascine toujours les Japonais, l'endroit n'a plus qu'un rôle symbolique. L'empereur n'intervient plus en politique, mais il symbolise l'unité nationale. Le Grand Tokyo compte plus de 30 millions d'habitants, dont 12 millions environ pour le seul centre-ville. Tokyo tient un peu de Los Angeles pour l'étalement de l'habitat. Elle s'inspire de New York pour élever ses nouveaux immeubles et de Paris pour certains monuments. À Tokyo, les repères se perdent dans les lumières de la ville. La mégapole entrecroise les voies de communication. Une ligne ferroviaire fait le tour complet de la ville, alors que les autoroutes la parcourent en superposant les bretelles d'accès et les échangeurs. Tous les moyens sont utiles pour circuler dans une ville dépourvue de centre. Tokyo juxtapose en réalité plusieurs centres à travers une dizaine de quartiers très différents les uns des autres. Malgré la pression immobilière, la ville entretient de nombreux espaces verts. Les terrains se vendant à prix d'or, on crée de nouvelles surfaces en empiétant sur l'océan. Une gigantesque conurbation réunit Tokyo et les villes voisines. Elle rassemble le quart des 127 millions de Japonais. Seuls les rivages de la baie de Tokyo ont pu endiguer la progression de la ville vers l'est. La croissance économique a stimulé la construction et l'architecture. Edo et Tokyo cohabitent et les créations récentes ouvrent des perspectives de plus en plus audacieuses. Pour les Japonais, le monde matériel est éphémère. Une conception que les architectes expriment à leur façon. Rien n'est figé, tout peut évoluer. Le mouvement s'immisce donc dans les créations. L'architecture y gagne en fluidité. Les Japonais possèdent un sens aigu de la vie collective. Exemple, l'habitat. Les policiers sont partout, pour humaniser et renseigner. Car la plupart des rues n'ont pas de nom et la numérotation des maisons n'est pas continue. Un véritable casse-tête. En Occident, la foule est souvent synonyme de chacun pour soi. Les Japonais, au contraire, sont très attentifs aux autres. Le masque protège du pollen, mais on le porte aussi pour ne pas propager ses propres microbes. Tokyo est une ville propre. Partout, on frotte, on récure, on astique. Dans une telle ville, l'hygiène exige des attentions constantes. Un conseil, ne fumez pas en marchant. Pour les accros de la cigarette, une solution, les stations fumoirs. Ainsi, pas de risque d'incommoder les non-fumeurs et aucune raison de jeter son mégot à terre. Dans la rue, les habits traditionnels alternent avec les tenues originales ou classiques. Le système éducatif est inspiré du modèle anglo-saxon. Autre influence anglo-saxonne, le baseball, un des sports les plus populaires au Japon. Les valeurs japonaises doivent beaucoup aux deux religions principales. La plus ancienne, le shintoïsme, vénère des milliers de divinités. Le bouddhisme est arrivé au VIe siècle de notre ère. L'amour de la nature et la sérénité qui en découle imprègnent la vie quotidienne. La floraison des cerisiers est un événement national. Les arbres en fleurs évoquent le caractère momentané de la beauté. Autre événement printanier, la remise des diplômes à l'université. Les familles acceptent de lourds sacrifices pour donner à leurs enfants la meilleure formation.
Même instruits, les Japonais ne perdent pas leur âme d'enfant. Partout apparaissent de petits personnages sympathiques, à vocation publicitaire ou utilitaire. Les deux roues se glissent partout, mais pas question de les laisser se garer n'importe où. Des parkings adaptés sont prévus, avec un astucieux système de cadenas automatique. L'espace manque, mais pas les astuces. Dans les stations-service, les tuyaux descendent à la verticale pour libérer de l'espace au sol. Des filets géants permettent le golf en pleine ville. Un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre, même si le Japon bénéficie d'un niveau de vie élevé. Les loisirs alimentent une véritable industrie. Les Japonais adorent les parcs d'attractions, des installations qui s'intègrent dans le paysage des infrastructures indispensables. Les moyens de déplacement sont vitaux pour éviter la congestion. Le système du métro, géré par la ville et une compagnie privée, a été simplifié pour gagner en efficacité. On apprécie aussi la classe des chefs de station. Les trains à grande vitesse sont apparus dans les années 1960. Ils relient Tokyo aux principales villes du pays. Le bus est moins performant du côté vitesse, mais reste bien utile en ville, comme le taxi. Sur la planète Tokyo, les taxis sont omniprésents et ils ont aussi leurs particularités. Oui, la porte est commandée par le chauffeur. La décoration est souvent bien personnelle et les gants blancs font partie des accessoires. Tokyo est sillonnée par les voies de chemin de fer. La Tokyo Station est une réplique de la gare d'Amsterdam. Elle a survécu au bombardement de la guerre et ses lignes occidentales inspirent les artistes. « 5 heures du matin. Les thons congelés patientent au marché aux poissons de Tsukiji. Le Japon est le plus gros consommateur de thon au monde. La vente à la criée va commencer. Avant, il faut s'assurer de la qualité du poisson. En effet, au Japon, le poisson est souvent consommé sans être cuit. Une fois attribués, les lots sont acheminés sans tarder vers les restaurants. Les plus beaux morceaux sont dégustés crus, les autres finissent en boîte. À côté de la halle au thon, un vaste espace est consacré aux autres produits de l'océan. On estime qu'un Japonais consomme en moyenne chaque année plus que son propre poids en produits de la mer. Au marché de Tsukiji, le poisson est débité à la demande. Les morceaux, pour une grande part, serviront de matière première à une catégorie d'établissements qui sont des grands classiques à Tokyo, les bars à sushi. Composé d'une boulette de riz et de poisson cru, le sushi connaît d'infinies déclinaisons. Le sushi est indissociable de la sauce au soja et s'avale d'une bouchée. Les nouilles sont la spécialité d'autres établissements. Il s'agit de restauration rapide, ce qui n'empêche ni les saveurs, ni la fraîcheur, et a surtout le mérite de la consommation immédiate. Plus rapide encore, le bento est un repas préparé que l'on se procure dans des distributeurs automatiques ou des boutiques spécialisées. Le contenu varie en fonction de la région et de la saison.
でお会計が350円でございます。はい、ではこちら。レシートお先 Les distributeurs de boissons font office de bar automatique, tant le choix est grand. Le thé et le café y sont servis chauds ou froids. La haute cuisine japonaise exige beaucoup de patience, beaucoup de temps. Un repas ne se conçoit qu'avec une multitude de plats. Les moines bouddhistes sont à l'origine d'une cuisine végétarienne qui exclut la viande et le poisson. Ici, on exploite à merveille les fruits de mer et les légumes à travers une cuisson toujours brève. La cuisson rehausse la saveur naturelle des aliments. Yumiko Kano choisit les ingrédients pour leur qualité nutritive et décorative. Je rassemble des ingrédients selon la saison et puis je choisis ce qui m'inspire. En apportant la beauté dans l'assiette, je veux faire passer un sentiment de bienvenue, d'hospitalité envers le client. J'essaie de faire en sorte que les clients se relaxent et aussi soient en bonne santé grâce à ce que je prépare. Même s'ils sont frits, les aliments ne peuvent pas être gras. En les cuisant, on veille à respecter la saveur des ingrédients, mais aussi leur couleur. La cuisine ici est synonyme de personnalité, de créativité. J'ai eu la chance d'être élevée dans les beaux paysages du Japon. Ici, sous la forme de la cuisine, j'essaie de transmettre aux autres ma sensibilité, ma perception de ce qui est beau. Mais alors, on peut dire que vous êtes une artiste. La circulation automobile est limitée dans les vieux quartiers de Tokyo. Parfois, elle n'est simplement pas possible. Le calme est propice à la création artistique. Madame Shoko Ota a une spécialité, le shodo, l'art de la calligraphie. Comme le système d'écriture, le shodo est venu de Chine. La peinture à l'encre s'est développée plus tard, mais avec le même matériel, pinceau, encre et papier. Il faut conditionner le papier pour qu'il puisse recevoir l'encre. Le papier japonais se découpe plus facilement après avoir été mouillé. Le papier absorbe l'eau, ce qui fait que les traits se diffusent. Le shodo est une spécialité qui ne s'improvise pas. Mon père était peintre. C'est lui qui m'a appris la peinture. Je transmets cet art à ma fille et ma fille aussi est devenue une artiste. Diluée avec de l'eau, l'encre est un amalgame de noir de carbone ou de suie lié avec de la colle. Le corps des pinceaux est souvent fait de bambou. L'encre peut être colorée pour reproduire les nuances de la nature. La pointe du pinceau, en laine ou en poil de blaireau, et la maîtrise de l'artiste donnent un trait d'une finesse extrême. La peinture à l'encre est un exercice délicat. En effet, les corrections sont impossibles. Le tableau se peint d'une traite. Sur le hanshi, le papier destiné à la peinture, le droit à l'erreur n'existe pas. La technique s'applique aussi à d'autres supports, comme le kimono en soie, le vêtement traditionnel. Sur la porcelaine, on retrouve les mêmes motifs végétaux qui expriment le rôle fondamental joué par la nature
dans la culture japonaise. Une des variantes du jardin japonais trouve son origine dans les temples shintoïstes, où ils délimitent un espace sacré. Il correspond aussi à l'image que les bouddhistes se font du paradis, harmonie et équilibre. La succession des saisons est un facteur d'équilibre pour les Japonais. Au printemps, on étend un filet qui protège les plantations d'iris contre la voracité des oiseaux. Il faut éviter que des éléments extérieurs ne viennent perturber leur floraison. Dans le parc Yoyogi, un des poumons de la ville, le patrimoine végétal fait l'objet de tous les soins. Les branches fragiles sont soutenues et pour l'hiver, les arbres sont soigneusement emmitouflés. Le dimanche, le parc s'anime de sonorités inhabituelles. C'est le point de rendez-vous des groupes de rock amateurs. Le Japon est depuis longtemps ouvert aux influences occidentales et en particulier à celles des États-Unis. Les références vestimentaires, bien sûr, mais aussi les références musicales sont communes aux Européens ou aux Américains. Et quelquefois, la planète Edo croise la planète Californie. Avec leurs cheveux en banane, leur cuir et leurs jeans version 50s, les fans de rockabilly se donnent en spectacle chaque semaine au parc Yoyogi avec l'espoir d'être repérés par un producteur de shows télévisés. Le rockabilly est un rock pur et dur né aux États-Unis au milieu des années 1950. Il connaît un regain de popularité depuis les années 1980. La danse venue d'ailleurs fascine les Japonais, qui ne renient pas pour autant les spectacles classiques. Le théâtre No est une des expressions du théâtre traditionnel. Il est né au XIVe siècle à partir de rites shintoïstes, mais les textes ont perdu aujourd'hui leur référence religieuse. Les costumes No sont lourds et imposants. Ils indiquent le statut social des personnages. Les masques permettent aux acteurs de jouer différents rôles au cours d'un même spectacle. Katsuhiro Shimodaira est acteur. Dans le répertoire du théâtre No, il y a à peu près 200 pièces différentes. Les acteurs ont de nombreux rôles possibles, que ce soit des êtres humains, des fantômes, des âmes de végétaux, des dieux ou encore des ogres.
Ce qui est joué sur scène, c'est le monde du rêve et des illusions surréalistes. Le temps s'écoule différemment par rapport à la vie réelle. Ce qui serait lent dans la réalité est encore plus lent ou plus rapide. On exagère. De toute façon, c'est le monde irréel. Une fois le masque en place, le monde réel s'évanouit. Shinjuku est un quartier très animé à l'ouest de la ville. Il concentre administration, affaires et commerce. La nuit ici est synonyme de vie. Shinjuku est un haut lieu de la vie nocturne depuis l'époque Edo au XVIIe siècle. Le quartier était en effet le premier relais sur la route qui menait vers l'ancienne capitale, Kyoto. Shinjuku n'a rien perdu de sa débordante vitalité et reste actif 24 heures sur 24. Parfois, après le shopping, certains couples se dirigent vers un lieu de divertissement bien japonais, le karaoké. Kara signifie vide, oké veut dire orchestre. Karaoké signifie sans orchestre d'accompagnement. Ici, les salles de karaoké sont des salons destinés à oublier facilement l'attraction terrestre. Certains divertissements au Japon sont plus traditionnels. La geisha est une institution qui date du XVIIe siècle. La préparation de la jeune femme commence par le maquillage. Le haut du corps et le visage sont fardés de blanc. Jadis, les femmes de haut rang se démarquaient des femmes du peuple par la pâleur de leur teint. La peau claire était un signe de distinction. La coiffure de la geisha est tellement complexe que l'on recourt de plus en plus souvent à la perruque. Le kimono est l'élément essentiel de l'habillement. La jeune femme doit se prêter aux longs préparatifs avec beaucoup de bonne grâce. On apprend l'art de l'habillement dans l'okiya, la maison où résident traditionnellement les geishas. Dernière étape, le kimono est ceinturé par le obi, une longue bande de tissu que l'on noue dans le dos. Comme les kimonos sont tous de même longueur, le obi permet de l'ajuster à la taille. Le kimono est personnel. Une fois prête, la geisha est en mesure de remplir son rôle. Exemple, l'animation d'un repas d'affaires. Mais quelle est la fonction de la geisha ? Notre rôle principal, c'est danser, chanter, bien sûr. Et puis on parle avec les clients. On les décontracte. La geisha doit être parfaitement à l'aise dans bien des domaines. Être capable d'animer une conversation. Et pour agrémenter la fin du repas, elle maîtrise les arts traditionnels.
Le kendo trouve son origine dans les combats de sabre que se livraient les samouraïs. Le port du sabre fut interdit au XIXe siècle. On le remplaça par le shinai, un sabre factice fait de lattes de bambou. Kikuo Asakura est professeur de kendo. Le kendo commence avec le respect des autres et se termine de la même manière. Le respect des autres. C'est l'essentiel. Pour qu'un coup soit valable, il faut qu'il touche la tête, les avant-bras ou les flancs, et uniquement avec le tiers supérieur de l'arme. Le cri traduit la détermination de l'attaque. L'adversaire, cependant, est considéré comme un partenaire, non comme un ennemi. On dépense moins d'énergie, mais bien plus d'argent dans les jeux vidéo. Le marché des jeux vidéo est au Japon le deuxième du monde après celui des États-Unis. Une activité qui tire une bonne part de ses profits des produits dérivés et notamment des jouets. Dans le quartier d'Akihabara, un grand magasin spécialisé est le temple du divertissement. Les nouveautés se vendent en quelques heures. Fascinant. La passion pour les jouets anciens est tout aussi forte. Les plus belles pièces sont cotées comme des objets d'art. Mais les prix atteignent des sommets qui dissuadent parfois même les collectionneurs les plus acharnés. Les mangas de collection occupent tout un rayon. Le terme manga désigne les bandes dessinées au Japon. Ce sont des produits de grande consommation réalisés avec du papier bon marché. Pourtant, pour Shinya Yamamoto, les mangas sont irremplaçables. Depuis mon enfance, je suis habitué aux mangas. J'ai toujours vécu avec eux. Maintenant, je suis étudiant et les mangas pour moi sont toujours très proches. On estime que la moitié des Japonais lisent au moins un manga par semaine. Parfois, les lecteurs font une pétition pour prolonger une histoire. Oui, je pense vraiment qu'il y a une influence du manga sur les gens. On apprend pas mal de choses à travers les mangas. On y trouve l'émotion, on découvre de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser. Je pense vraiment que tous les lecteurs se laissent influencer. On apprend plein de choses à partir des mangas. Toujours dans le quartier de Akihabara, les Japonais vivent une autre passion, l'électronique. Les vendeurs attirent le chaland par tous les moyens. Le mouchoir en papier à la cote, mais les écrans ont désormais remplacé les prospectus publicitaires. Depuis les appareils radio à transistors dans les années 1950, les Japonais occupent le devant de la scène mondiale avec l'électroménager, les DVD, les télévisions, les caméras, la photographie numérique, les ordinateurs portables ou la téléphonie mobile. De plus en plus, la concurrence est rude, notamment avec d'autres pays asiatiques. Mais la diversification des activités permet de développer un secteur porteur quand un autre perd de sa rentabilité. Entre l'électronique version ludique et le matériel grand public, les rues d'Akihabara ne désemplissent pas. La mode représente un très gros marché au Japon. Depuis plusieurs années, de nombreux créateurs japonais bénéficient d'une réputation internationale. Leur production se hisse désormais au niveau de leurs rivales françaises ou italiennes. En matière de création, toutes les fantaisies sont permises. Il suffit d'y mettre le prix. Et comme le pouvoir d'achat est ici un des plus élevés du monde, la créativité est sans limite. Et pourquoi pas la nuit en plein jour, grâce à un ciel en trompe-l'œil. Un centre commercial a fait ce choix pour affranchir les clients du monde réel et mieux les placer sur son orbite.
Le sens des affaires n'exclut pas celui des convenances. À l'ouverture des grands magasins, des hôtesses souhaitent la bienvenue aux clients. Le sens du service implique ici une courtoisie extrême. Le savoir-vivre n'empêche pas d'apprécier le rayon des pâtisseries. Comme souvent au Japon, les décorations empruntent leur motif à un univers quasi enfantin. Le look ne s'improvise pas. Les chaussettes en accordéon et les jupes des collégiennes suivent des normes très précises. Mais le port de l'uniforme ne signifie pas que l'on ignore les nouvelles tendances. Selon le budget disponible, on choisit. Excentrique ou classique, les prix sont aussi fonction du quartier. À côté des temples de la consommation, pour remplir son bol de riz, un moine bouddhiste compte sur la générosité des passants. Il est isolé dans son propre monde. Personne ne s'étonne. La quête fait partie de ses tâches quotidiennes. Ginza, un quartier que l'on surnomme souvent les Champs-Élysées de Tokyo. Un quartier où l'on résiste difficilement à la tentation. En japonais, Ginza désigne le lieu où l'on frappe la monnaie. Pourtant, des marécages s'étendaient ici lorsque Edo devint la capitale. La zone fut assainie, les marchands arrivèrent et avec eux la prospérité. Le quartier de Shibuya est un nœud de communication. Un point de rencontre, la statue du chien Hachiko. Après la mort de son maître et pendant 10 ans, il vint tous les soirs l'attendre devant la gare. Une fidélité que les habitants du quartier ont voulu commémorer. Au Japon, la jeunesse fait évoluer la conception du travail. De plus en plus nombreuses sont les femmes à travailler, on change d'emploi de plus en plus souvent, et une grande flexibilité permet aux étudiants comme aux personnes âgées de trouver une occupation. Après le boom économique des années 1980, Tokyo fut prise d'une véritable fièvre immobilière. On pouvait craindre le pire, la perte de toute cohérence architecturale. Et pourtant, en poussant vers le haut, la ville a conservé une forte personnalité. Au Japon, les bâtiments doivent intégrer des normes antisismiques rigoureuses. Le pays se trouve en effet sur une zone à haut risque. Comme il est impossible de prévoir les tremblements de terre, la meilleure protection consiste à adopter des matériaux et des structures capables de résister au séisme. Ces techniques modernes ont permis à Shinjuku, par exemple, de se développer vers le haut. Il existe des îlots où les habitants continuent à trouver la paix intérieure. Par le majestueux torii, le portique d'entrée, on accède au sanctuaire dédié à l'empereur Meiji, qui régna 44 ans à partir de 1868. Écrit sur une plaquette de bois, on fait un vœu que l'on accroche sous un auvent. Encore un paradoxe. Dans une société pragmatique, où rien n'est laissé au hasard, on pense pouvoir changer le cours des choses en faisant un vœu. La religion est perçue d'une manière très pratique. Les Japonais la considèrent comme un moyen d'entrer en relation avec les dieux à qui ils demandent d'exaucer leurs souhaits. De se marier peut-être. Un prêtre shintoïste préside à une cérémonie de mariage traditionnelle. Le mariage reste une institution très importante au Japon. Mais la population vieillit. Le taux de natalité est l'un des plus faibles au monde, alors que l'espérance de vie est une des plus longues. Une fontaine accueille les fidèles au temple Sensoji. L'eau permet de se purifier
avant que la fête de Sanshazai commence. Soudain apparaît le dragon géant, porté par des hommes du quartier. Le dragon se lance à la poursuite d'une fleur de lotus en bouton. La fleur de lotus représente chez les bouddhistes le pur esprit sortant du corps impur. Un groupe de geishas participe à la fête organisée en grande pompe en l'honneur d'une sainte bouddhique du nom de Kannon. On la vénère pour obtenir sa miséricorde. Kannon est honorée dans plusieurs pays d'Asie, où elle prend des apparences et des noms différents. Elle est parfois représentée chevauchant un dragon. En Extrême-Orient, le dragon est symbole d'énergie et de prospérité. On le touche pour bénéficier de ses pouvoirs. En marge de la fête, on attire vers soi les vapeurs d'encens pour obtenir ou conserver une bonne santé. Moyennant quelques yens, on gagne le droit de retirer un bâtonnet d'une boîte métallique. Chaque bâtonnet correspond à un petit tiroir. À l'intérieur, un feuillet porteur d'un message. En quelques idéogrammes, l'avenir apparaît. Travail, amour, argent, gloire. On brûle de savoir. Quand les nouvelles sont bonnes, on conserve le billet. En revanche, si l'avenir s'annonce mal, on noue le message fatidique pour conjurer le mauvais sort et on l'oublie au plus vite. Sous les autoroutes urbaines, bat le pouls de la planète Edo. Le wadaiku, le tambour traditionnel japonais, résonnait déjà au VIe siècle. Il ponctuait les cérémonies religieuses et encourageait les soldats au combat. Le wadaiku connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. De nombreux groupes se sont formés et leurs rythmes ont franchi les frontières du pays.